Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 18 h, vendredi 30 avril. Bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité ce soir, les activités nordiques ont le sourire en Savoie, avec des chiffres de fréquentation records et des chiffres d'affaires qui dépassent les 400% pour certains sites. Cette saison atypique a redonné une place de choix à certaines destinations, nous le verrons. Et puis nous pousserons les portes du musée-château d'Annecy qui ne cesse de s'activer. En attendant le retour de ses visiteurs, l'établissement accueille quelques étudiants venus se consacrer à leurs recherches, mais aussi à de nouvelles expériences. Ils ont trouvé un autre moyen de vivre l'expérience picturale. Colline et Muriot l'a testé pour nous. Mais avant de commencer ce journal, prenons quelques instants pour revenir sur cette attaque au couteau qui a eu lieu dans les Yvelines le 23 avril dernier. Un homme de 36 ans radicalisé a assassiné Stéphanie Montfermé, une fonctionnaire de police de 49 ans au commissariat de Rambouillet. Un hommage national lui a été rendu ce matin. Le Premier ministre Jean Castex a présidé la cérémonie tout près des lieux du drame. À travers la France, tous les commissariats ont observé une minute de silence en souvenir de leurs collègues. En Haute-Savoie, ce fut le cas notamment à Annecy et Thonon. Victoria Lopez était au commissariat d'Annemasse. On écoute le sous-préfet. Ça démontre l'engagement de la police nationale et de l'ensemble des fonctionnaires, à la fois de la police nationale, de la gendarmerie et de tous les fonctionnaires qui participent au maintien de l'ordre et à la sécurité de nos concitoyens. Et malheureusement, parfois, le prix à payer est très lourd. Et là, on peut rappeler que Stéphanie Montfermé était une maman de deux enfants de 18 et de 13 ans. Et ce sont aussi des femmes qui sont engagées dans cette lutte quotidienne pour la sécurité de l'ensemble de nos concitoyens. Et parfois, le prix à payer est très lourd. Parlons désormais santé dans nos écoles. D'après le plan national Nutri-Santé, le petit déjeuner doit représenter entre 20 et 25% des apports énergétiques d'une journée. Problème, 13% des enfants scolarisés en réseau prioritaire arrivent à l'école le ventre vide et les confinements successifs n'ont pas arrangé les choses. Le secrétaire d'État en charge de l'éducation prioritaire était à Cognin ce matin pour le lancement des petits déjeuners gratuits à l'école de la Forgerie. Fanette de Buisson y était. Petit déjeuner un peu impressionnant ce matin pour ces élèves de Cognin. Il se fait sous le regard de la secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire et ceux des caméras. Pour ces enfants, ce premier repas de la journée à l'école est une première. J'ai choisi du cacao, une tartine du caramel, une pomme, des bananes, 2 oranges. J'ai mangé un yaourt, une compote et j'ai bu du chocolat chaud. D'habitude, des fois, je mange des barres aux céréales. En moyenne, 3 à 4 élèves par classe arrivent à l'école le ventre vide. Auparavant réservés aux établissements du réseau d'éducation prioritaire, ces petits déjeuners gratuits, pris en charge par les villes avec une aide de l'État d'1,30 € par enfant et par repas, sont désormais élargis à toutes les écoles et toutes les communes. Dans la première version, si je puis dire, on était davantage avec un objectif pédagogique, d'éducation à la santé, d'éducation à l'alimentation. Et d'ailleurs, on distribuait les petits déjeuners 1 fois ou 2 par semaine en essayant d'inclure les familles. Mais là, avec cette crise sanitaire, nous souhaitons vraiment anticiper le choc social. Ces élèves qui arrivent le matin le ventre vide, eh bien, apprennent moins bien. Et finalement, c'est la première inégalité sociale de la journée pour certains de nos élèves. C'est 13% de nos élèves en éducation prioritaire. Dès que les parents d'élèves pourront de nouveau entrer dans l'enceinte de l'établissement, l'objectif est de les associer rapidement. Comme en matière d'environnement, l'apprentissage de la nutrition peut aussi aller des enfants vers les parents. Cette coéducation passe justement par des changements de pratiques. Donc malheureusement, nous sommes dans un contexte encore qui ne nous permet pas énormément de brassage, mais dans un futur proche, j'espère du coup qu'on pourrait convier également davantage de parents, ne serait-ce qu'à la préparation de ces petits déjeuners, pour justement essayer de faire évoluer des mentalités sur certaines marques de la grande distribution, essayer de privilégier les circuits courts également. Une banane pour goûter? Oui. Allez, on y va. Tu veux goûter une amande? Non, j'aime bien. T'es sûr? L'an dernier, en France, près de 153 000 enfants ont bénéficié de ces petits déjeuners gratuits. L'objectif ici, à l'école de la Forgerie, est que chaque enfant du CP au CM2 en bénéficie 4 à 5 fois par an.
Faisons un point sur la vaccination à présent. C'est officiel depuis aujourd'hui. Emmanuel Macron a annoncé l'ouverture de la vaccination pour toutes les personnes majeures à partir du 15 juin prochain. Dès demain, le 1er mai, elle sera déjà ouverte à 4 millions de Français supplémentaires. Tous les adultes sans limite d'âge atteints de comorbidités comme l'obésité ou le diabète. Vous le voyez, le calendrier de la vaccination s'accélère et c'est ce qu'est venu constater Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il a visité ce vendredi après-midi le vaccinodrome de Savoie, l'un des 3 plus grands centres de vaccination de la région, avec ceux de Lyon et de Grenoble. Il en a profité pour annoncer la création d'un fonds spécifique afin de venir en aide aux collectivités qui hébergent ces centres. On écoute à ce propos Laurent Wauquiez au micro de Sébastien Germain. Là, on est sur le site de Chambéry. Faire fonctionner un centre comme celui-ci, chaque mois, peut être de 300 000 à 500 000 euros. Si on ne fait rien, nos collectivités vont se ruiner et elles n'auront plus la capacité d'ouvrir ces centres. Parce que parfois, vous êtes en Maurienne, c'est Saint-Jean-de-Maurienne, pour eux, c'est très cher de le faire fonctionner. À Moutier, à Bourg-Saint-Maurice, en Haute-Savoie, sur l'Isère, c'est des coûts qui sont très lourds pour nos mairies. La région a donc décidé d'organiser une solidarité et de venir en support, aussi bien pour des grands centres, comme ici à Chambéry, que pour des centres plus modestes, tels que ceux que je vous ai évoqués, mais qui ont aussi besoin de notre soutien. On a donc développé une enveloppe de 20 millions d'euros. L'objectif, c'est de prendre en charge les coûts, l'accueil administratif, la location des lieux, indemniser les personnes qui sont là, la location du matériel, la sécurité, parce qu'on parle de doses de vaccins et c'est précieux, il faut les protéger. Donc tous ces coûts, la région peut les prendre en charge. Ici, par exemple, à Chambéry, qui va être un de nos gros partenariats, comme Grenoble et Roche Expo, la région va financer à peu près 150 000 euros par mois. L'objectif, c'est de gagner 100 000 vaccinations supplémentaires par semaine à l'échelle de la région. On a tous envie d'être déconfinés. On a tous envie que ça s'arrête. Si on veut que ça marche, il faut tous qu'on se mobilise. Les annonces, on aime bien, mais nous, on préfère quand c'est concret. Donc moi, j'attends de voir les doses. Et j'attends qu'il y ait plus de doses sur le terrain. Et parfois, je pense que c'est mieux de faire des annonces une fois qu'on est sûr, plutôt que de les faire avant. Je vous le disais en titre, on va revenir sur le bilan de la saison 2020-2021 pour les activités de ski nordique. Cette saison restera à part en raison du contexte sanitaire. Pour autant, elles ont su tirer leur épingle du jeu pendant la fermeture des remontées mécaniques. Une fréquentation quasi record en raison notamment de très bonnes conditions d'enneigement, effet de mode ou effet d'aubaine. Élément de réponse avec Colline et Muriot. Il semble avoir surfé sur la vague des activités en plein air. Les sites nordiques sont les grands gagnants de cette saison marquée par la pandémie, des fréquentations records en raison d'excellentes conditions de neige, mais aussi par l'attrait du sport en pleine nature. Une tendance qui se confirme et la crise sanitaire n'est pas la seule raison. Alors ça fait 5 ans en Haute-Savoie qu'on est sur une dynamique de hausse de fréquentation. Quand on veut mesurer la fréquentation, nous pour l'instant on utilise un outil qui est le nôtre, qui est le fait de... on vend pour l'ensemble des domaines nordiques les passes, vous savez, ces cartes souples sur lesquelles on peut mettre un forfait saison mais aussi des forfaits journée. Une année normale à Haute-Savoie nordique, on en passe à peu près, parce qu'on les achète pour l'ensemble des domaines nordiques de Haute-Savoie, on en passe à peu près 20 000, 25 000 les bonnes années. Cette année, on a passé 100 000. Selon les stations, la fréquentation a doublé, voire quadruplé. Si les sites nordiques ont dû tirer leur épingle du jeu, c'est aussi en raison des faibles risques d'accident de ces activités. Un combat que l'association Haute-Savoie nordique a mené auprès des élus locaux pour garantir leur ouverture. Moyen de transport pour aller sur un site, transport collectif ou voiture individuelle. Ou jusqu'au moment où on s'élance sur la piste ski au pied pour pratiquer son activité, là il y a cette interface dite l'interface d'accueil qui est à repenser. Et donc là on travaille d'ores et déjà avec les élus du département, avec les élus des communautés de communes, avec les élus du Grand Annecy, avec les élus de tous les territoires de montagne pour faire de cette zone d'interface une zone de meilleure qualité et surtout capable de pouvoir accueillir plus de gens avec plus de qualité. Un bilan plutôt positif en Haute-Savoie pour les domaines nordiques avec un chiffre d'affaires quasi record, plus de 2 millions d'euros sur les 24 domaines du département, une tendance à confirmer lors de la prévente des forfaits pour la saison 2022.
Un tout autre sujet maintenant. Cette semaine, l'association APF France Handicap se mobilise pour la Semaine nationale de l'accessibilité. En France, 9 personnes sur 10 rencontrent des difficultés dans leurs déplacements. Et il ne s'agit pas seulement des personnes en situation de handicap. En 2005, la loi avait fixé l'objectif de la mise en accessibilité des lieux publics et de transports en commun à partir du 1er janvier 2015. Depuis, l'échéance a été repoussée jusqu'à 2024 pour certains établissements. Et c'est ce que déplore cette adhérente de l'APF France Handicap. Elle réclame beaucoup plus d'équité dans l'aménagement des infrastructures en milieu urbain et ce, dans tous les lieux publics. On l'écoute. C'est très difficile, à l'image de ce pont des Amours où nous sommes. C'est d'un accès difficile autant au niveau financier que de l'accessibilité des locaux. Et ce qui serait bien que les pouvoirs publics de la France, et pas seulement de la ville d'Annecy, mettent un meilleur accès aussi bien des locaux, à la culture, au sport, aux loisirs, aux vacances et même au bénévolat pour que nous puissions aussi en profiter autant qu'une personne valide. Il y a des obstacles parce que justement il n'y a pas d'ascenseur, parce que justement les places ne sont pas forcément prévues pour les personnes en fauteuil ou qui ont un autre handicap. Et ce serait bien que donc lorsque l'on rend au public un établissement, en plus qui reçoit du public, que celui-ci soit adapté pas seulement aussi aux personnes en situation de handicap, mais aussi aux personnes qui ont des difficultés à marcher parce qu'elles ont un plâtre, parce que des jeunes mamans sont enceintes ou ont des enfants dans des poussettes, ou pour les seniors, et même aussi des personnes qui sont en surpoids évidemment. Partons sur les hauteurs d'Annecy. Même si les musées restent fermés au public, ils n'en sont pas moins actifs. Le musée Château d'Annecy en profite pour laisser place aux étudiants. Ils mettent en œuvre leurs expérimentations et affinent leurs recherches sur l'histoire de la ville. C'est le cas de Camille et Adrien. L'un traduit des textes en latin pour obtenir de nouvelles informations sur la ville et le château, quand l'autre propose une écoute osseuse d'œuvres d'art. Colline et Morio est allé à leur rencontre. Du coup, c'est le tableau sur lequel j'ai travaillé, Le torrent d'André Giraud. Et c'est le dispositif, donc la borne audio à conduction osseuse. Si le fonctionnement de cette borne audio est surprenant, le son qui en sort l'est encore plus. Avant d'entendre le tableau s'animer, l'ambiance sonore passe d'abord par nos avant-bras, de quoi épater la galerie. Il faut se positionner de cette manière. Il y a 2 petits emplacements prévus pour les coudes, où on vient donc mettre nos coudes. Ensuite, on vient positionner donc nos mains sur la zone de l'oreille. C'est une étudiante qui a expérimenté ce dispositif audacieux pour écouter les tableaux. Et pour ce, elle a choisi le musée du château d'Annecy. Non, j'avais jamais fait de projet avec le musée. Mais en fait, je suis apprentie donc, pour la collectivité de la ville d'Annecy. Je suis chef de projet médiation numérique. Et cette année, j'ai été amenée à travailler avec le musée Château, justement. Et j'ai fait un constat sur l'expérience muséale des visiteurs, qui est que voilà, ça passe très rapide. Enfin, les gens passent rapidement, ils ne s'arrêtent pas beaucoup sur les œuvres. Voilà, on ne s'attarde pas. Après la confection, l'observation, Camille doit maintenant réaliser des tests. Faute de visiteurs, elle a réquisitionné les agents du musée Château dans la limite de 5 personnes maximum. Feuillage, eau, bois ou encore pinceaux ont été mobilisés pour réaliser la composition sonore avec les mêmes outils que le tableau d'André Giraud. Je me suis interrogée, je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette relation œuvre-visiteur. Je me suis intéressée en fait à une approche qui est axée sur le sensible et non pas sur une médiation didactique. Et l'art pour moi, sa fonction c'est d'arrêter pour émouvoir. Un autre étudiant mène aussi des recherches au musée, cette fois sur la période médiévale d'Annecy. Pour retracer l'histoire de la ville et du château, il retranscrit et traduit l'ensemble des archives écrites en latin en date du XIVe et XVe siècle. Donc j'ai eu l'opportunité de venir travailler ici sur une ville qui a des bâtiments, une histoire assez riche et aussi un fond documentaire très riche. Donc ça m'intéressait de venir travailler ici et de pouvoir faire une étude archéologique et historique. Il est précisé que les étrangers qui viennent à Annecy ne sont pas censés savoir où on vend, où se fait la vente de poissons. Et donc si un marchand vend de manière illégale des poissons à un autre endroit dans la ville, les étrangers qui en achètent ne sont pas tenus de payer l'amende. Si la borne à conduction osseuse n'est pas encore accessible au public, 2 podcasts réalisés par Adrien sont eux déjà en ligne.
Place à notre chronique en extérieur à présent. Vous le savez, chaque semaine, nous partons à la rencontre de nos chroniqueurs. Et ce vendredi, nous prenons la direction de Menton-Saint-Bernard pour retrouver Sébastien Germain et Hugues De Vries, le responsable du potager du château de Menton. Ils nous parlent tous les deux d'un partenariat particulier avec le CFMM de Thônes, le centre de formation au métier de la montagne. On regarde. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle chronique consacrée au potager du château de Menton-Saint-Bernard. Je suis en compagnie d'Hugues De Vries. Bonjour. Bonjour Sébastien. Merci de nous accueillir ici chez toi sous ce magnifique soleil. On va parler aujourd'hui d'un aspect de ton activité qui te tient particulièrement à cœur. Tu as pris l'habitude de travailler avec le centre de formation des métiers de la montagne de Thônes. Absolument, il y a une dimension pédagogique dans le potager. Donc j'accueille des adultes pour des formations d'une journée, 2 jours, une semaine. Mais il y a aussi toute une dimension de collaboration avec le CFMM. Là, je suis avec Marianne et Simon, avec qui on travaille sur un sentier pédagogique pour les visiteurs du château ou même les touristes qui viennent voir la commune de Menton-Saint-Bernard. Et ils sont en train de tracer un sentier dans la forêt avec des points d'intérêt et des points de vue ou des focus sur des intérêts écologiques ou géologiques. Donc il y a tout un travail de documentation et de recherche et de traçage dans la forêt, si on peut trouver des traces de présence animale, etc., pour faire participer le public avec ces découvertes. Donc c'est un joli projet avec eux. Mais bon, cette collaboration ne s'arrête pas là, puisqu'on a d'autres chantiers avec le CFMM. Notamment, on a des chantiers au travers de travaux pratiques sur des réalisations structurelles, concrètes. En ce moment, par exemple, il y a des terminales pro qui sont sur des travaux pratiques qualifiants, donc ils vont amener un examen et ils réalisent en fait un portail d'accès à ce qui va devenir un verger qu'on va pouvoir visiter depuis le château. Un verger qui abrite des variétés locales et anciennes de pommes. En quoi c'est important pour toi ce devoir de transmission ? C'est l'occasion de transmettre à des jeunes qui sont déjà de toute façon orientés vers ces disciplines-là, leur transmettre mon petit savoir-faire, mon expérience, une expérience de créateur d'entreprise aussi. Parce qu'il y a beaucoup de ces jeunes qui vont se lancer dans leur propre aventure entrepreneuriale. Donc il y a une idée de transmission en fait, d'expérience sur le végétal et l'environnement, un bel environnement. Et aussi expérience personnelle. Donc, et puis moi ça m'enrichit aussi parce que ils ont de l'énergie, ils m'amènent beaucoup d'énergie et d'enthousiasme, des connaissances académiques, parce que CFMM, il y a un bel enseignement qui est pratiqué. Et c'est une relation gagnant-gagnante. Alors pour revenir à ces portails, explique-nous un petit peu voilà, concrètement ce que ça va être. Donc tu nous as dit que ça sera des portails qui seront dans des vergers. Voilà, exactement. Donc en matériaux local, acheté dans une scierie à Thônes, juste à côté. Donc tout fonctionne dans une petite économie locale. Et derrière ces portails, il y a une trentaine de pommiers, variétés locales et anciennes, plutôt haute tige ou semi-tige, pour mettre en valeur ces variétés afin de ne pas les perdre et puis de produire un petit peu quand même. Il y a de la fierté pour toi de voir ces jeunes là ? Je trouve que c'est plein d'espoir. Il y a de plus en plus de jeunes qui se tournent vers les métiers de la nature, qui s'intéressent à l'environnement, donc je trouve que ça fait du bien d'échanger avec eux et de se dire qu'il y a une nouvelle génération qui monte, qui est aspirée par ces belles valeurs, enfin en tout cas ce que je pense être des belles valeurs, donc c'est sympa. Tu viens de le dire, c'est de plus en plus de personnes sont intéressées par ces métiers qui sont difficiles, laborieux. Malgré tout, il y a cette envie de continuer de développer encore plus cette filière. Oui, c'est vrai que comme tu le dis, c'est pas des métiers qui sont simples. Là, il fait beau, mais parfois il fait mauvais. C'est pas tous les jours les mêmes conditions. Pas tous les jours comme ça. Du coup, c'est des métiers qui sont confrontants, où on se confronte à la nature, on se confronte à... je regarde ce portail, c'est des éléments lourds, enfin, il y a de l'implication physique, ça demande une certaine forme de courage, mais à la fois je trouve que c'est des métiers qui ont tout de suite du sens. On comprend pourquoi on commence sa journée et ce qu'on a fait en fin de journée. Soit on a planté ou on a réalisé des structures qui ont une vraie fonction, qui s'inscrivent dans un tout. Donc moi ça me rassure par rapport à la jeunesse.
Comment elle est née cette collaboration avec le CFMM? C'est né depuis 4 ans par d'abord des stages. Et puis après, on a signé un vrai accord de collaboration avec Laurence Échinard, la directrice du CFMM, et toute l'équipe pédagogique derrière, avec qui j'ai des relations très étroites. Parfois, je vais faire des conférences ou des interventions orales au CFMM pour échanger sur les principes de la permaculture, de l'agroécologie, l'importance de cette prise en compte de ces, entre guillemets, nouvelles disciplines dans la formation d'un paysagiste. Enfin, c'est des échanges comme ça des deux côtés en fait. J'imagine que pour eux, ces travaux grandeur nature, travaux pratiques grandeur nature, c'est une vraie valeur ajoutée pour leur cursus. Je pense que c'est important, on parlait de concret et de sens. Je pense qu'un étudiant de terminale qui réalise avec leur encadrant, Jérémy et Benjamin, quelque chose qui va rester dans le cadre d'un château qui a 1000 ans d'âge. Moi je m'imagine étudiant, je me dis je suis fier. J'en parle à mes parents, j'en parle à mes proches, je passe potentiellement à la télévision avec Huit Mont Blanc, je suis fier de ce que j'ai fait. Donc encore une fois, c'est des beaux échanges. Justement, en parlant d'échanges, qu'est-ce que toi tu penses pouvoir leur apporter et inversement? Ma connaissance du végétal, par le biais du potager, l'accès au château et à inscrire des œuvres concrètes dans un bâtiment qui a 1000 ans d'âge, mon expérience aussi d'entrepreneuriat, parce que nombre de ces étudiants vont se lancer dans cette aventure-là tôt ou tard. Du coup, c'est des moments et des retours d'expérience. Donc c'est des échanges qui sont assez riches, qui sont assez sympas. On a bien compris, ce devoir de transmission, il est important pour toi. Le fait que ça perdure dans le temps, c'est encore mieux? Ah oui, absolument. Ah oui, c'est essentiel. C'est essentiel. Merci beaucoup, infiniment, Hugues. On se retrouve, j'espère, dans quelques mois pour aborder l'été qui arrivera tranquillement. On te souhaite une très très bonne continuation. Merci pour tes précieux conseils. Merci beaucoup Sébastien, puis merci à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir d'échanger tous ensemble. Plaisir partagé. Merci beaucoup de votre fidélité. On se retrouve très rapidement sur l'antenne de Huit Mont Blanc. À bientôt. À bientôt. En bref, la tradition de la fête du travail sera bien respectée ce samedi 1er mai, malgré les restrictions sanitaires. 4 rassemblements auront lieu en Haute-Savoie, à Annecy à 9h30, à Annemasse à 11h, à Passy à la même heure et à Thonon-les-Bains à 10h30. Ils défendront bien évidemment les intérêts de l'emploi, des salaires, des services publics, mais aussi de la protection sociale et des libertés. En Savoie, la mobilisation se cristallise en Tarentaise, où les salariés de Ferropem, le site industriel qui doit fermer ses portes, défileront dès 9h. On y reviendra lundi dans le JT. Et un autre défilé est organisé à Chambéry à 10h devant la Sasson. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur ces images du parc du Haras qui va rouvrir ses portes au public à partir de ce 1er mai. Les promeneurs pourront de nouveau profiter d'une pause bucolique sous les arbres centenaires, toujours dans le respect des gestes barrières. Notez que le port du masque reste obligatoire et les regroupements seront autorisés jusqu'à 6 personnes maximum. Le parc sera ouvert de 10h à 18h30, du mercredi au dimanche. Dans un instant, la météo de Thierry Paulme et un nouvel épisode de votre émission En tête-à-tête. Ce soir, Victoria Lopez et François Pirot nous emmènent à la rencontre de Céline Tran au bord du lac d'Annecy. Elle a incarné l'ancienne actrice X Katsuni pendant 13 ans. Aujourd'hui, elle nous parle de sa reconversion en tant qu'auteur et scénariste de BD, mais aussi comme coach en bien-être et en sexualité. Lundi, vous retrouverez Victoria Lopez pour le journal à 18h. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée sur Huit Mont Blanc. Prenez soin de vous et à très vite.